Bonjour à tous. Alors, je pense que nous sommes live. J'attends qu'on me confirme sur le chat pour être sûr que nous sommes bien parmi vous pour cette nouvelle conférence. On va attendre un petit contrôle du coup sur le chat. C'est bon, Isabelle nous confirme. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence 30 minutes pour demain, la dernière de la semaine. Alors, vous avez certainement assisté déjà à ces conférences. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, quelques présentations sur ce que nous faisons. Nous vous proposons chaque jour de nous rejoindre en ligne pour une conférence. À Léonard, notre mission est de faire se rencontrer ceux qui pensent et qui font le futur des villes et des infrastructures. C'est adapté avec cette période de confinement, mais il nous tient à cœur de continuer à vous proposer des rencontres au-delà de la situation actuelle, faire œuvre utile pour alimenter les réflexions qui seront celles des mois à venir. Alors pour cette session, nous recevons Aristide Athanasiadis. Alors Aristide, tu es co-titulaire de la chaire d'économie circulaire et de métabolisme urbain à l'Université libre de Bruxelles. Tu pourras d'ailleurs peut-être me dire comment ça se passe un confinement en Belgique. Tu as conseillé de nombreuses administrations, des organisations locales, régionales et internationales dans les domaines du métabolisme urbain et de l'économie circulaire. Et tu as co-créé une plateforme open source de métabolisme urbain qui s'appelle Metabolism of Cities. Je partagerai le lien dans le chat si vous voulez regarder cette plateforme. Je vais te laisser la parole pour que tu nous en dises plus sur ce concept de métabolisme urbain, sur tes travaux également. Alors, au cours de la présentation d'Aristide, je vous invite à poser vos questions dans le chat sur la droite de l'écran. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont dit bonjour, donc vous pouvez poser vos questions et je m'en ferai le porte-voix à l'issue de cette présentation. Aristide, je te laisse l'écran, pas la scène, l'écran pour ta présentation. Merci beaucoup Julien. Merci à tout le monde, à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. C'est en effet des temps un peu étranges. Alors, j'aimerais bien vous parler aujourd'hui un peu de ce que c'est le métabolisme urbain et comme Julien le disait, je viens aujourd'hui avec deux casquettes. Or, une des deux, je l'ai laissée il y a pas longtemps, celle de la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain. Je vais vous expliquer ce à quoi elle servait durant ma présentation, et la deuxième qui est celle de l'association, je pense que c'est 1901 qu'on dit en France, sur le métabolisme urbain qui s'appelle Metabolism of Cities, dont je vais vous montrer certaines de ces options plus tard dans la présentation. Donc sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et ma présentation. Hop. Voilà. Qui va un peu introduire ce que le métabolisme urbain est et pourquoi aujourd'hui plus que jamais on a besoin d'avoir des approches comme celle-ci qui sont plus des approches systémiques, disons. Et donc aujourd'hui, comme on est dans un enjeu systémique qui est non seulement sanitaire mais aussi alimentaire et plein d'autres choses simultanément, on va voir comment des outils comme celui-ci peuvent nous permettre de faire face à d'autres crises dans le futur, cette fois-ci de type environnemental. Tout d'abord, un tout petit peu de contexte. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez déjà tous ces enjeux-là, mais quand on parle de la question environnementale, il est intéressant de regarder multiples facettes simultanément parce qu'elles sont interconnectées. Celle que beaucoup d'entre nous qui bossons dans le bâtiment, dans les infrastructures, les architectes, les urbanistes, etc., c'est un graphe qu'on voit souvent qui est l'extraction des ressources depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que cette extraction, tous les ans, augmente et augmente et augmente. Aujourd'hui, nous sommes vers les 85 à 90 ou 90 gigatonnes par an. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que en violet, vous voyez que c'est les minéraux. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est construction. Et ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est que autant dans le dernier siècle, on a consommé aussi beaucoup de biomasse, quand on remet ça au niveau de la population, ça augmente de la même manière. Alors que les minéraux ou tout ce qui est les matériaux de construction, ça a augmenté
beaucoup plus, quasi 8 fois plus que la population. Et donc tout ça nous montre que qu'on construit des villes et que ces villes consomment. Et ça, je vous ai montré tout à l'heure l'extraction des matériaux, mais ce type de graphe et ce type de courbe, ces courbes un peu exponentielles, c'est pas vraiment de l'exponentielle, mais qui sont un peu en J comme ça, on les retrouve un peu partout. Tant à gauche, en rouge, ce sont des courbes qui montrent un peu comment notre société a évolué, et à droite, comment les répercussions environnementales de tout ça, vous voyez toujours un peu la même chose. Évidemment, le lien direct entre les deux reste encore difficile parfois à mettre le doigt sur qui est responsable pourquoi, mais on voit qu'il y a une forte relation entre les deux. Et ces relations-là, donc quand je vous parle d'extraction de matériaux, bah, c'est des paysages qu'on voit dans nos villes, mais aussi et surtout à l'extérieur de nos villes, qui ressemblent à ceci, qui ressemblent à la production après, à la logistique. La majorité de nos matériaux ne viennent plus de très proches, mais viennent d'autre part dans le monde. Et à la fin, c'est des problèmes de logistique, mais cette fois-ci plus proches de nous. Et à la fin du cycle de la consommation, très fréquemment, on voit des paysages comme ça partout dans le monde, parce que nos déchets, évidemment, ne restent pas forcément chez nous uniquement, mais voyagent également. Donc, vous voyez que les matériaux voyagent énormément du point d'extraction jusqu'à l'élimination. C'est ce que beaucoup d'entre nous appellent l'économie linéaire, où on prend juste des matériaux et les jette à la fin de leur usage. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce type d'économie linéaire nous fait passer au-delà de certaines limites planétaires. Et donc, on doit agir, mais on ne sait pas comment agir. Et c'est là où le métabolisme urbain intervient. Parce que les villes sont un peu la pièce centrale de ces enjeux de consommation d'un côté et de consommation-production d'un côté et d'un autre côté, les impacts environnementaux. Je pense que la majorité d'entre vous connaissez déjà les stats sur les villes qu'on occupe très peu sur la planète, qu'on a plus que 50% de la population modale et qu'on est responsable de 3/4 de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie. Pour les déchets, c'est environ 65%. Enfin voilà, on voit comment les villes jouent un rôle prépondérant quand il s'agit de la question environnementale. Et non seulement ça, si on considère que ces 3 petites boîtes trétillées en noir sont des villes, il y a des échanges énormément de matériaux, d'énergie et de plein d'autres choses qui se font entre un territoire et un autre. Et tant le territoire en bas à gauche, qui est le territoire B, peut paraître très enfin, environnementalement parlant, peut paraître le meilleur élève parce qu'il y a des éoliennes, parce qu'on ne produit rien, mais on importe tout ça. Au fait, il n'existe uniquement grâce aux 2 autres territoires qui, eux, font tout le boulot sale. Donc, quand on dit qui est responsable et quelles sont les responsabilités environnementales de chaque ville, ben, on doit voir un peu au-delà de nos frontières. Donc, comment gérer ce type de questions complexes, de qui est responsable et comment réduire notre impact environnemental de nos villes? Ben, c'est là où on introduit le métabolisme urbain. Et le métabolisme urbain part très rapidement d'une analogie, d'une métaphore que nos villes sont un peu comme des organismes vivants et pour vivre ou survivre, elles ont besoin de matériaux, de ressources, d'énergie. Elles les digèrent à l'intérieur de leur ville, elles les stockent dans certains endroits, par exemple nos bâtiments. Et une fois qu'on a fini de digérer tout ça, bah, ça sort en termes de déchets. C'est plus une analogie que vraiment il faut rentrer dans ça, parce qu'on peut rentrer dans d'autres mauvaises analogies, que la ville a des cancers, qu'il y a les bons et les mauvais organes de la ville, etc., etc. Donc, c'est juste une métaphore de travail que je vous propose. Et celle-ci, donc, si on rentre un peu plus dans les détails, bah, elle nous permet de dire que on peut quantifier tous les flux que la ville a besoin pour vivre et quantifier tous les flux qu'elle génère en termes de déchets, mais aussi tous les flux que vous voyez au milieu de votre ville, qui sont ce qu'on appelle les stocks matériels, qui sont des flux qui restent dans votre ville pendant plus d'1 an. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est pour votre information que le métabolisme urbain n'est pas vraiment une discipline scientifique que tout le monde donne la même interprétation. Il y a différentes interprétations. Celle que je vous donne aujourd'hui, c'est
le côté beaucoup plus quantitatif et qui se rapproche beaucoup de l'écologie industrielle. Mais il y en a d'autres. Et ici, si vous voulez vraiment vous plonger dans les détails, on a dans notre site internet, donc metabolismocities.org, à chaque fois à droite des slides, vous allez trouver des liens où vous pouvez continuer à regarder ces outils et ces informations. On a tout un listing de plein de publications à travers le monde qui étudient la question du métabolisme urbain, et vous pouvez les voir ici. Par certains des cas d'études qu'on a trouvés, ça peut être des rapports, des rapports scientifiques, ça peut être des articles scientifiques, ça peut être des études commanditées par les administrations, etc., etc. Donc, je vous ai dit un peu ce qu'est le métabolisme urbain, cette métaphore, mais réellement pourquoi on utilise cette approche et cette métaphore. C'est pour mieux comprendre notre ville et pour mieux comprendre comment agir d'une manière systémique dans ces enjeux qui sont tellement complexes. Je vais vous donner quelques exemples sur comment on peut utiliser la lentille ou les lunettes de métabolisme urbain sur nos problèmes environnementaux. Premièrement, et tout bêtement, c'est du monitoring environnemental. Donc, on regarde si notre consommation d'énergie, d'eau, de matériaux, notre production de déchets, d'eau usée, notre production de gaz à effet de serre augmente ou diminue à travers le temps. Donc, nous pouvons faire cet exercice tous les ans et avoir une espèce de courbe à travers le temps pour voir si nos performances environnementales vont vers le bien ou le mal. La deuxième chose, c'est ça, c'est un résultat ou une représentation graphique, par exemple, du métabolisme urbain de Bruxelles. Vous voyez, on quantifie les chiffres qui rentrent et qui sortent. Mais ce que ça nous permet également de nous dire, dans le contexte de l'économie circulaire ou linéaire, c'est que les villes restent aujourd'hui très linéaires. Quand on quantifie de manière très approximative et très rapide combien l'économie de Bruxelles est circulaire, on obtient plus ou moins 3%. Donc, on voit combien de chemin on a encore à faire si on veut rendre nos villes 100% circulaires. Bon, c'est peut-être même impossible, mais aller vers du 20, du 30, du 50, du 60% circulaire. Et pourquoi c'est impossible, entre guillemets? Parce que, je passe ici et je retourne juste après, c'est que ceux-ci sont les flux de métaux qui sont importés pour satisfaire la consommation de métaux à Bruxelles, et vous voyez que ça vient d'un peu partout dans le monde, dont 20% environ de l'Australie. Donc on voit que pour qu'une ville existe, on a besoin d'importer de partout dans le monde. Donc être circulaire, il faut voir ça à une autre échelle, à une échelle peut-être plus macro, à l'échelle du monde. Ce que je voulais vous dire juste avant, ici, c'est que on peut tomber dans un danger quand on fait des études de métabolisme urbain, de s'arrêter aux frontières de notre ville. C'est-à-dire juste mesurer quand on prend Bruxelles, tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la ville. Pareil pour Paris, pareil pour n'importe quelle autre ville. Mais comme on est dans un espèce de réseau de production et de consommation globale, mondiale, on dépend de chaînes de valeur qui vont bien au-delà de notre territoire et de nos limites. Et donc ici, ce que je montre avec à gauche sont combien on consomme, ce qui rentre et ce qui sort de notre ville. Et à droite, sont tous les effets indirects liés à ces flux qui rentrent et qui sortent. Donc pour Bruxelles, on consomme 3 à 4 fois plus d'énergie à l'extérieur de Bruxelles pour satisfaire à sa consommation qu'à l'intérieur. Pour l'eau, c'est quasi 42 fois. Donc ça, c'est tous nos impacts indirects qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas traditionnellement. Mais le métabolisme urbain peut nous donner cette face cachée de notre consommation. Une autre chose, c'est que si on prend une très longue durée des choses, ceci est Paris et sa consommation énergétique depuis les années 1700 jusqu'à environ aujourd'hui, on voit qu'on a changé de vecteur énergétique à travers les années. On est passé par le bois et puis le charbon et puis aujourd'hui on a un mix énergétique. Pourquoi je montre ceci? C'est que quand à un certain moment de notre ville et de notre histoire, on pense que les choses sont figées, on voit que les choses changent. Le bois n'est plus dans notre consommation énergétique, le charbon non plus. Peut-être que demain, les énergies fossiles ne le seront plus, ou d'autres vont venir les remplacer. Donc, il faut penser aux villes comme quelque chose dans le long terme et qu'on va avoir différents régimes qui vont changer dans le temps.
Une autre chose qui est super importante quand on parle de métabolisme urbain en général, c'est que je vous ai montré l'illustration des flux qui rentrent et qui sortent, mais ces petites flèches qui rentrent et qui sortent viennent de quelque part. Elles viennent de certains acteurs et elles viennent à certains endroits précis de votre ville. Ce n'est pas juste abstrait, il faut de la place pour les flux. C'est là où elles sont stockées, c'est là où elles sont gérées, c'est là où elles sont les gérées sont traitées ou valorisées, etc., etc. Donc, c'est intéressant de non seulement voir les flux, mais aussi les acteurs qui sont derrière ces flux. Parce que si nous voulons agir sur ces flux, bah, au fait, on agit sur des acteurs plutôt que sur les flux. Et sur des infrastructures, c'est-à-dire, a-t-on de la place dans notre ville pour accueillir des, des transformations circulaires de nos flux? Si on n'a pas de la place, bah, l'économie circulaire dans nos villes reste peut-être une utopie. Une dernière chose, et je pense que ceci va peut-être parler plus pour beaucoup d'entre vous qui habitent, enfin qui travaillent le matériau de construction, c'est que grâce au métabolisme urbain, nous pouvons cartographier le stock matériel de nos villes. Le stock matériel de nos villes, c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure, c'est nos bâtiments, nos routes, nos voitures, on pourrait considérer tout. Mais si on ne prend que le bâtiment, par exemple, ici, on avait cartographié le stock matériel de Melbourne et on peut le faire au niveau du bâtiment et savoir quelle est notre mine urbaine et la cartographier. Ce qui est intéressant grâce à ceci, c'est que on peut se dire, tiens, dans 20 ans, si on rénove le stock de bâtiments qu'on a dans notre ville, combien de bâtiments, combien de flux pardon, vont sortir de la ville en termes de déchets et combien on pourrait réutiliser pour d'autres bâtiments. Donc le plus on connaît notre stock, le plus on peut prévoir comment explorer cette mine urbaine et la mettre à profit. Donc diminuer les déchets du futur et diminuer les demandes de ressources primaires dans le futur également. Ceci aussi peut nous permettre de créer des business models, c'est-à-dire que si on se dit tiens, à cet endroit de notre ville, on a énormément de, que sais-je, de tapis parce que c'est de la moquette qu'on utilise dans des bureaux. Bah, peut-être que là, je dois mettre mon entreprise qui s'occupe à faire de la moquette circulaire, etc., etc. Et là, on commençait à comparer, par exemple, les mines urbaines de différentes villes, juste comme exercice. Mais ça nous permet aussi de mieux appréhender la consommation de nos villes au niveau matériel. À Bruxelles, juste à titre illustratif, chaque citoyen pèse environ 100 tonnes si on prend toute la masse de Bruxelles et on la divise par ses habitants. Donc 100 tonnes, vous vous imaginez que chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pesait 100 voitures. C'est quand même des images assez frappantes. Une dernière chose, ou avant-dernière chose que je vais vous présenter ici, à quoi sert le métabolisme urbain et comment on peut l'utiliser pour diminuer notre impact environnemental, c'est pour identifier un peu les drivers de notre consommation. Donc souvent, on essaye de se dire comment on va réduire notre consommation. Bah, une chose assez intuitive, c'est de se dire combien on consomme, cartographions-le ici. Donc vous voyez la consommation de gaz, d'électricité, d'eau, etc., au-dessus, en couleur, et en dessous, certains indicateurs économiques, certains indicateurs de population et d'autres. Et ça nous permet de rendre la chose un chouïa plus complexe, c'est-à-dire que souvent on dit que la ville plus dense sera celle qui consomme le moins. On ne voit pas forcément ceci à première vue. La même chose, on dit que c'est les riches qui consomment le plus. À première vue, on ne voit pas ça. Mais encore une fois, ici, c'est des consommations de gaz, d'électricité, d'eau absolue. Si on rendait ceci à une consommation par habitant, on aura d'autres cartes, on aura d'autres relations. Voilà, c'est toujours important de savoir ce qu'on mesure, parce que ce qu'on mesure va nous donner d'autres réalités et d'autres pistes à suivre. On a essayé de faire ce genre d'exercice pour plusieurs villes, et ce que ce graphique montre, c'est juste que les drivers, donc les moteurs de consommation dans chacune des villes est différente. Il n'y a pas de vérité absolue que chaque ville doit suivre pour réduire leur consommation, réduire leur impact environnemental ou réduire leur consommation. Il y a d'autres paramètres dans chacune des villes, donc il y a un contexte qui nous permet de donner des meilleures politiques. Je vais finir par ça, mais c'est
dans le contexte de l'économie circulaire, souvent on parle de comment diminuer l'empreinte matérielle de nos économies. Mais si on ne le fait pas en même temps qu'une diminution de notre empreinte carbone, bah, on va foncer droit dans le mur. Et ce n'est pas forcément les mêmes stratégies qui vont nous permettre de réduire les deux. Donc, lorsqu'on prend en compte des mesures, des actions du gouvernement, peu importe quel type de mesure, on doit toujours essayer d'avoir plusieurs paramètres simultanément. Non seulement l'empreinte matérielle, mais aussi l'empreinte carbone, l'empreinte d'eau, l'empreinte énergétique, etc., etc. Il faut toujours essayer de penser à plusieurs paramètres en même temps et voir si on n'a pas des effets rebonds, si on n'a pas des effets indirects sur d'autres flux. Voilà, je vais arrêter sur à quoi sert le métabolisme urbain. Je vais vous donner 2-3 politiques qui ont été construites grâce à des études de métabolisme urbain. Et puis à la fin, je vais vous donner certains outils que vous pouvez les utiliser pour analyser le métabolisme urbain. Donc, j'ai déjà réalisé et rédigé plusieurs études métaboliques, disons, pour plusieurs choses, donc pour la ville entière, mais aussi pour un seul secteur, le secteur de la construction, ou pour une zone industrielle, ou alors enfin, il y a toujours moyen d'approcher la question de différents angles. Ce que je veux rapidement vous dire ici, c'est de vous raconter l'histoire de 3 villes, Bruxelles à gauche, Paris au milieu, à droite, Londres, qui ont utilisé ou qui ont fait des études de métabolisme urbain d'une part, et d'autre part, ils ont leur programme d'économie circulaire. Donc Bruxelles a fait, enfin j'avais fait avec d'autres collègues une étude de métabolisme urbain en 2014-2015 et en 2016, ils ont fait leur programme d'économie circulaire et ils ont utilisé plus ou moins cette étude de métabolisme urbain pour identifier les secteurs les plus prometteurs, les flux les plus prometteurs pour rendre leur économie plus circulaire. Paris également avait fait une étude de métabolisme urbain. Enfin, ça a été fait un peu pour une autre raison, mais elle a utilisé quand le plan d'économie circulaire a été mis en place. Maintenant, c'est également la métropole du Grand Paris qui se lance aussi dans l'économie circulaire. Et là, c'est intéressant de voir est-ce que nous pouvons, un peu comme des poupées russes, que l'économie circulaire de l'un s'intègre dans l'autre, ou est-ce que c'est des approches complètement différentes? Encore une fois, ça a été utilisé, cette étude a été utilisée pour identifier certaines actions. Et il y a une deuxième feuille de route qui a dû être mise en place, si je me souviens bien. Et finalement, Londres, qui avait également fait une étude d'économie circulaire, mais qui ne l'a pas utilisée pour faire son plan d'économie circulaire. Et pourquoi je vous parle de ces 3 plans d'économie circulaire, c'est que ils sont très très différents et ils se focalisent sur d'autres flux et d'une différente manière. Certains vont dire, comme Paris, on va montrer que l'administration est un exemple fort et on va d'abord tester chez nous pour après rayonner. Bruxelles va essayer d'agir un peu sur tout de manière systémique. Londres va se dire, tiens, on va plutôt essayer que ça soit des business models ou des entrepreneurs qui proposent des solutions très innovantes. Donc, il y a différents moyens d'aborder la question d'économie circulaire et on peut ou pas utiliser le métabolisme urbain pour s'informer par rapport à tout ceci. Ça, c'était une étude, comme je vous avais dit, mais cette fois-ci sur le secteur de la construction. Encore une fois, on mesure des flux, on mesure des stocks et la mesure de ces stocks et de ces flux nous permettent de nous dire tiens, sur quel flux et sur quelle partie des bâtiments on devrait se concentrer si on veut avoir le plus d'impact. Grâce à ceci, on avait fait une petite vision sur l'économie circulaire. Encore une fois, il y aura des liens sur la présentation que vous pouvez suivre si vous voulez voir des choses un peu plus en détail. Finalement, une dernière application, c'était sur une zone industrielle. Et là, on peut avoir l'écologie industrielle et territoriale très typique, qui est encore une fois de la mesure de flux entrant et sortant entre entreprises et comment on peut les mettre en synergie pour créer un écosystème de valeurs et de flux. Je vais finir avec quelques outils pour le métabolisme urbain, qui sont des outils qu'on a créés au fil des années, qui sont des outils gratuits et open source que vous pouvez utiliser pour vos projets. Et pour le faire, je vais d'ailleurs aller directement sur le site internet. Ça va être plus facile que de vous montrer ça ici. Un tout petit instant.
Hop. Donc, ici, sur, encore une fois, le site de Metabolism of Cities, si vous cliquez sur les villes et vous prenez la ville, par exemple, du Cap, ici en haut, vous pouvez voir ceci, un tableau de bord métabolique pour la ville de Cape Town. C'est-à-dire, on récolte toutes les bases de données qui peuvent nous donner des informations sur des secteurs économiques, construction, agriculture, etc., mais aussi des rapports réglementaires, des articles scientifiques, etc. Ce que ça donne, j'ai cliqué à l'instant, je vais aller ici, j'ai cliqué par exemple sur le secteur économique des déchets. Et là, à chaque fois, on essaye de mettre des informations un peu plus générales sur le secteur. Tiens, comment le déchet est généré dans cette ville, comment il est collecté, quelles sont les infrastructures de gestion des déchets, etc. Après, on a des bases de données qu'on a pu récolter ouvertement, qui existent ouvertement par la ville. Je vous montre par exemple ici une des bases de données. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, évidemment, c'est qu'on peut l'illustrer un peu comme on veut ici, sous format de tableau ou sous format de graphique, mais aussi que à chaque fois, on sait d'où vient cette donnée. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui met de la donnée. On peut toujours retracer le parcours pour retrouver qui a mis cette donnée. Donc, à chaque fois, il y a aussi un membre de la communauté qui a rajouté cette donnée. On a la source d'où vient cette donnée et on met des métadonnées sur savoir est-ce que cette donnée est intéressante, est-ce qu'on peut se fier dessus, est-ce qu'elle est complète, est-ce qu'elle vient de la bonne partie géographique ou est-ce que c'est une approximation qui vient d'autre part. Donc encore une fois, ceci est accessible à tout le monde. Vous pouvez vous-même appuyer sur le bouton Upload ici. Donc par exemple, si on prend, je sais pas moi, ici si je mets Paris. Vous allez voir la ville de Paris, elle est ici, et chacun d'entre vous, si vous créez un compte, vous pouvez commencer à rajouter des flux et directement, ils seront visualisés. Et comme ça, vous avez un espèce de tableau de bord de données métaboliques pour les villes. Nous avons fait la même chose pour les entreprises. Donc, si vous êtes une entreprise, vous pouvez mesurer tous vos flux qui rentrent et qui sortent, mais aussi tous vos équipements. Donc, par exemple, les équipements mécaniques, vos bureaux, si vous avez des bureaux qui sont de trop et que vous voulez sous-louer, tout ça, vous pouvez mettre sur cette plateforme et partager avec d'autres personnes. Encore une fois, gratuit et open source. Et la dernière chose ici, c'est sur des îles, parce que des îles sont des laboratoires d'économie circulaire très intéressants. Il y a un périmètre géographique très intéressant pour délimiter ce qui rentre et ce qui sort. On a aussi une plateforme sur ceci. Dans le futur, on compte faire ça sur d'autres échelles aussi, mais ça, c'est le futur. Je vais juste finir avec 2-3 autres slides. Donc ça, c'est les outils que je mentionnais. Vous avez des liens que vous pouvez voir plus tard. Ça, c'est comment on peut entrer des données, la plateforme sur les îles, la plateforme sur les entreprises. Et puis, on a aussi, avec la chaire, on avait fait des podcasts. Donc, on interviewe des personnes, que ce soit des administrations. Donc, ici, c'est par exemple la personne qui était en charge de mettre en place, une des deux personnes qui étaient en charge de mettre en place la feuille de route d'économie circulaire de la ville de Paris dans les années 2016-2017. On travaille aussi avec des chercheurs qu'on interviewe. Donc, si vous voulez aller un peu plus dans les détails, je vous invite à aller voir ce podcast sur un format plus long. Et on a également un cours en ligne sur le métabolisme urbain si vous voulez vraiment aller dans les détails. Donc voilà, j'espère que ça rentre plus ou moins dans les temps impartis. Et je vais me rediriger vers les questions pour voir comment tout ça a fonctionné. Merci beaucoup Aristide pour cette présentation et cette vue d'ensemble. J'ai peut-être une première question, une question presque d'actualité. On a vu que l'actualité mettait en avant les interdépendances entre les territoires, entre nos économies et même les limites de ces interdépendances. On le voit très concrètement. Comment ton approche peut être en gisement de solutions justement pour potentiellement redistribuer des chaînes logistiques ou être plus résilient, c'est un terme que l'on entend beaucoup en ce moment, être plus résilient dans la reprise économique qui s'annonce devant nous. C'est une très bonne question parce qu'en effet, ça rend les choses très contemporaines. Ce qui est intéressant là-dedans, tu as parlé d'interdépendance. Le métabolisme urbain est typiquement un des outils qui nous permet de
de rendre ces interdépendances plus palpables, plus manifestes à travers des données. Par exemple, on a vu les effets directs et indirects des choses. Donc, on comprend combien on est dépendant de certains types de ressources. Donc, déjà, nous informer de combien on peut survivre de nos propres ressources, c'est déjà une première piste. La deuxième, c'est commencer à cartographier ces flux. D'où viennent ceux-ci? Et que se passe-t-il si la Chine, par exemple, ne peut plus reprendre nos déchets? Parce que je vous rappelle qu'en 2015, il y a eu la crise que la Chine ne reprenait plus les déchets plastiques et on a dû repenser la chaîne de valeur plastique. Aujourd'hui, c'est la manufacture. On n'a plus de projets qui viennent. Donc, le plus on cartographie ces informations et le plus on connaît aussi c'est quoi notre mine urbaine, on connaît aussi quelles sont nos capacités de produire localement, on peut commencer à mettre en place des stratégies. Très bien. Une autre question, tu as parlé plusieurs fois de l'échelle de la ville. Tu nous as donné quelques exemples de zones industrielles, d'entreprises. C'est quoi les échelles aux bornes desquelles on peut appliquer ton approche? Est-ce que c'est la ville parce que c'est là où les flux se passent, par définition même? Voilà, comment on peut, à quel niveau on peut déployer tous les outils que tu nous as présentés sur ton site internet? Encore une fois, c'est une très bonne question parce que je parle de métabolisme urbain, d'autres personnes parlent de métabolisme territorial, par exemple. Donc, le territoire, et peu importe lequel, ça peut être un village, ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être une métropole, un pays. C'est au fait, peu importe l'échelle. Comme on fait ceci d'une manière systémique, et donc on prend un système de base, ça peut être le ménage, ça peut être celui qu'on choisit. C'est en fonction des solutions qu'on recherche aussi à la fin et des actions qu'on veut mener à la fin. Donc il n'y a pas vraiment on n'a pas de préférence sur le système. Par contre, quand on choisit un système, on doit se rendre compte de quelles sont ses interdépendances avec les autres systèmes. Et quand plus le système est petit, plus il y a des interdépendances avec des plus grands systèmes. Si on prend le système monde, il est complet. Si on prend le système pays, il y a les autres pays. Une question qui est posée par Mathilde, une fois qu'on a fait justement ces cartographies, ces modélisations de systèmes, derrière les flux, il y a des acteurs qui les portent, qui les initient, qui les nourrissent. Comment on passe justement de cette cartographie, de ces études de métabolisme, à des actions concrètes pour agir sur les acteurs qui sont derrière ces flux? Ça, c'est une bonne question qui, pendant tout un moment, était à l'origine de plusieurs critiques du métabolisme urbain aussi. C'est que souvent, l'écologie industrielle était juste la mesure de flux entrant et sortant. Les acteurs n'étaient pas vraiment là-dedans. Et c'est pour ça que ça n'a jamais vraiment décollé comme un outil opérationnel. On a compris au bout d'un moment que, évidemment, il y a des personnes derrière ces flux. Et non seulement ça, on peut faire des solutions les plus théoriques et les plus optimales possibles. Si ça ne matche pas avec le terrain, elles vont jamais se réaliser. Et c'est là où on différencie un peu deux parties. La première, c'est quand même bien comprendre les flux. La deuxième, c'est bien comprendre l'écosystème des acteurs. Commencer à faire des interviews avec les acteurs, commencer à comprendre la chaîne de valeur, retracer cette chaîne de valeur et après construire des solutions avec eux. Parce que si ces acteurs ne sont pas partie prenante de cette solution, elle va jamais exister cette solution, sauf si ça devient réglementaire. Il y a d'autres outils comme ça qui portent des approches de système. Alors, le métabolisme urbain, tu viens nous parler. On parle aussi de bilan carbone pour justement faire un centre. C'est quoi le lien entre les deux outils? C'est une question qui est posée dans le chat. Et au final, comment ton approche peut-elle modifier des comportements et agir sur ces bilans carbone notamment? Le bilan carbone, comme l'empreinte écologique, comme d'autres empreintes, ont la tendance de prendre tous les problèmes et les réduire en un seul. Donc, si je prends le cas du carbone, on prend toutes nos activités de production et de consommation et on les réduit à un problème de carbone. Or, dans notre planète, on a d'autres enjeux de biodiversité, de raréfaction d'eau, de raréfaction de ressources, de métaux. Enfin, il y a plein d'autres enjeux. Et malheureusement, on essaye de simplifier nos enjeux avec qu'une seule facette
ça peut être l'énergie, ça peut être le carbone, ça peut être l'eau. Mais le métabolisme urbain essaye de rappeler à tout le monde qu'il y a toutes ces facettes simultanément et qu'une solution peut avoir des effets positifs pour une facette, mais des effets négatifs sur d'autres. Et donc, le bilan carbone fait partie, si on veut, de la famille du métabolisme urbain, mais n'est qu'une application et qu'une petite facette de celui-ci. Est-ce que tu as vu des impacts, des effets sur les politiques publiques? Tu as plusieurs fois mentionné l'étude que tu avais fait pour la métropole, pour la région capitale de Bruxelles. Quel type de politiques publiques ont été mises en place sur cette base-là? Et c'est quoi le champ qui couvre ce type d'études à l'échelle, aux différentes échelles auxquelles on peut le déployer? C'est encore une fois une question. Bien que ce domaine existe depuis quasi 2 siècles, sa consolidation est très tardive. Enfin non, sa consolidation n'existe même pas, disons. Mais disons, sa mise en pratique est assez tardive et on apprend en faisant beaucoup. Donc, quand on a fait l'étude de métabolisme urbain en 2014-2015, c'était très quanti et on apprenait en faisant. Et je pense que la complexité faisait peur à cette époque-là aux administrations. Encore aujourd'hui, la complexité, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'acteurs. Malheureusement, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, on comprend la complexité. On comprend que la complexité, ce n'est plus quelque chose qu'on peut éviter et que ce n'est plus quelque chose qu'on peut mettre de côté. Et donc, je pense que de plus en plus, on va comprendre comment mettre en place ce genre d'approche quand on accepte qu'il y a de l'incertitude dans nos actions, quand on accepte que c'est complexe et que il y a plein de manières de faire pour plein de manières différentes. Et donc, on est aujourd'hui sur une phase un peu de transition où chercheurs, administrations, praticiens se mettent ensemble pour trouver la meilleure combinaison et la meilleure manière d'appliquer ça. Il y a plein de manières différentes de le faire, que ce soit des plateformes d'échange de matériaux de construction, que ça soit des zones où on essaye de lever des barrières réglementaires et on voit si on peut appliquer, par exemple, la manufacture locale, etc. etc. Enfin, il y a tout un champ de possibles, mais il faut accepter de penser complexe et d'expérimenter et d'être aussi d'accord qu'on ne réussit pas à notre objectif. Tu as mentionné que le métabolisme urbain, ton approche s'inscrivait dans les logiques d'économie industrielle. Alors, il y a un indicateur économique qui est souvent pris, c'est le PIB. Et je rebondis sur la question de Nicolas. Est-ce qu'au final, les études de métabolisme urbain et l'efficacité que l'on va potentiellement vouloir chercher dans le fonctionnement d'une ville a des impacts, des corrélations positives ou négatives avec un niveau de croissance économique? Encore une fois, il faut se souvenir que le métabolisme urbain, c'est vraiment un outil de compréhension d'abord et avant tout. C'est déjà suffisamment complexe, donc on essaye nous-mêmes essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et donc, ça, on va rarement dire qu'il y a une corrélation entre certaines choses. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne déjà. Et surtout, on va essayer de voir, tiens, est-ce que si on prend une plus grande échelle, donc même quand on fait un bilan carbone, il y a différents scopes, qu'on appelle ça, il y a le scope 1 ou le scope 3, qui sont des scopes très différents et qui nous permettent de dire, tiens, en fait, on consomme autant ou autant. Et on va agir sur d'autres champs des possibles. Et quand on parle de PIB, le PIB, souvent, c'est quelque chose de local, c'est de la production locale, alors que notre consommation, c'est quelque chose qui a des répercussions globales. Et donc, il y a au fait une schizophrénie là-dedans. On essaye de rapporter au local notre consommation globale et c'est pas vraiment possible. Là-dedans, il faut essayer de rendre cette question de PIB plus intéressante. Le PIB n'est encore une fois qu'une des facettes des choses. Ça parle en argent, ça parle pas en ressources. Il faut vraiment poser cette question d'autres manières. Le PIB, malheureusement, est aujourd'hui un peu comme le bilan carbone, un peu comme plein d'autres outils. C'est des choses qui nous donnent une bonne information, mais ne nous donnent pas tout le reste de l'information. Donc aujourd'hui, je suis plutôt de l'avis de trouver une meilleure série d'indicateurs, une meilleure suite d'indicateurs. On a parlé d'Europe. Il y avait un graphique sur Pékin. Il y a une question qui est posée dans le chat sur la déclinaison possible de ce type d'approche dans d'autres géographies que l'Europe, qui étaient essentiellement tes exemples. Est-ce que aux États-Unis,
en Chine, en Asie, c'est des approches qui sont aussi déployées. Est-ce que tu peux nous faire des retours là-dessus? Oui, certainement, en tout cas au niveau académique depuis longtemps aussi. Maintenant, au niveau pratique, au niveau des villes, il y a 2-3 villes aux États-Unis qui commencent à s'y mettre avec vraiment des analyses de flux et faire leur programme d'économie circulaire. Il y avait il y avait Boulder à Colorado, il y a eu Charlotte et maintenant, je pense qu'il y a Portland. Enfin, il y a 2-3 villes qui commencent vraiment à prendre la charge. En Asie, il y a également plusieurs villes, que ça soit Singapour. Au Japon, ils sont très friands de données également. La Chine, comme ils ont des informations centralisées, ils peuvent faire des analyses de fous furieux. Donc, on a des années de retard par rapport à ça, mais pour que nous, on accède à ces données, c'est une autre histoire. Enfin, oui, ces études existent déjà. Maintenant, je pense que c'est pas encore bien compris. Enfin, les administrations ne sont pas encore beaucoup emparées du sujet. Je rebondis sur un terme que tu viens d'employer. Tu viens d'employer le terme de données. Alors, c'est peut-être une question un peu à côté, un peu de côté de ta présentation. Est-ce que le fait que il y ait de plus en plus de données accessibles, on parle des logiques de big data, des données publiques, est-ce que ça a redonné une jeunesse à ton approche qui est très quantitative? Enfin, personnellement, oui, mais par exemple, on commence à avoir les consommations énergétiques au niveau du bâtiment certaines fois ou au niveau du quartier. C'est des choses inespérées. En fait, grâce à ça, on peut commencer à faire des corrélations avec des échantillons très très larges. Donc, c'est certainement, ça nous améliore et affine nos analyses. Simplement, il faut aussi faire attention parce que souvent, on se cache derrière l'excuse de la donnée. C'est-à-dire, on n'a pas de données, on ne peut pas avancer. Et notamment dans les pays en voie de développement, cet enjeu est encore plus grand parce que ils n'ont pas des offices statistiques où les données existent beaucoup moins. Et il y a des manières assez qualitatives d'approcher cette question aussi. Donc oui, certainement, on va pouvoir améliorer notre tir grâce aux données et des meilleures données. Et c'est pas parce qu'on a des données qu'on doit arrêter d'en produire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez vous, vous avez peut-être des compteurs d'électricité et d'eau. On n'a pas de compteur de matière. On n'a aucune idée un peu des matières qui rentrent et qui sortent de nos villes. On doit vraiment affiner cette donnée-là. Sinon, à l'économie circulaire, on va mesurer des trucs qu'on n'en sait trop rien au final. Donc, on espère vraiment tu as parlé plus de données dans le de futur. développement. Je rebondis sur une question d'Éric. Les évolutions des politiques publiques au niveau mondial, elles ont eu un cadre, c'était les objectifs de développement durable. Est-ce que ton approche a pu servir à développer des politiques qui remplissaient ces objectifs? Et est-ce que tu peux donner quelques exemples également? En fait, beaucoup des ODD sont autour de certains flux, que ce soit l'alimentation, etc., etc. Et il y en a un, évidemment, le 11, qui est super proche de ça, vu que c'est les villes durables. Et il y a le 12 aussi, qui est sur la consommation et production durable également. Et c'est surtout ces deux-là qui sont les plus, peut-être, les plus proches de ce qu'on fait dans le métabolisme urbain ou dans, le métabolisme territorial. Mais comme c'est un enjeu, comme c'est un outil de compréhension et d'analyse systémique, ça peut être sur tous les ODD simultanément. Et c'est là un peu sa beauté de choses. C'est d'essayer de se dire, tiens, si j'avance vers l'ODD 12, est-ce que c'est au détriment de l'ODD 17? Justement, dans cette compréhension de ce qui se passe sur un territoire, est-ce que c'est un outil qui peut s'appliquer pour développer de la participation avec les acteurs? Est-ce que ça permet justement aux acteurs publics, dans la gouvernance de l'évolution de leur ville, de l'évolution de l'empreinte environnementale, est-ce que c'est un outil qui peut être pertinent et efficace pour impliquer des acteurs, le public au sens large, le citoyen, des entreprises, d'autres agents du territoire? Je pense que oui, et c'est souvent parce qu'on ne connaît pas suffisamment plusieurs de ces flux et de notre impact environnemental, que ce soit direct ou indirect, qu'on n'est pas plus acteur. On n'a quasi aucune idée au fait comment une entreprise pourrait agir dans toute sa chaîne de valeur, comment un citoyen
une citoyenne peut changer son quotidien et avoir un énorme impact. Comment la ville peut mobiliser, enfin, on dit souvent que les villes sont prises en étau dans la législation et qu'elles n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais peut-être qu'au final, elles auront énormément de pouvoir. Donc, le plus on se rend compte de notre impact, le plus on peut agir et demander à chacun de faire sa part du jeu. Évidemment, quand on dit, d'un côté, on dit qu'il y a quelques entreprises qui sont responsables pour la majorité des gaz à effet de serre dans le monde, le citoyen peut se paraître démuni. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, personnellement, je peux faire si au final, c'est cette personne-là qui détient le plus gros du gaz à effet de serre. D'un autre côté, on peut se dire, nous-mêmes, on peut agir sur notre consommation pour changer les habitudes des productions. Donc, il faut que chacun et chacune se voit dans ce système. Sinon, merci on ne va beaucoup, pas agir. Aristide, pour toutes tes réponses. J'ai partagé le lien vers ta présentation dans lequel il y a beaucoup de liens, comme tu l'as mentionné, dans le chat. Je partageais aussi les liens de la chaire dans laquelle tu intervenais et puis de cette plateforme open source. Alors, vous pouvez continuer les échanges entre vous pour le quart d'heure qui vient en rejoignant l'espace de networking dans la partie gauche de vos écrans. Et moi, je vous dis à mardi pour une nouvelle conférence de ces 30 minutes pour demain. Je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end à tous. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.